Canon R5 Mark II. Alors, il était attendu, hein, celui-là, pas autant que le R1, hein, bien sûr. Disons qu'on est dans le cycle de renouvellement normal, hein, des boîtiers, j'allais dire c'est un peu pareil dans toutes les marques, 4 ans, hein, quasiment jour pour jour. Hein. Juillet 2020, je crois, la sortie du R5. Voilà. Alors, on va refaire un très rapide historique sur le R5. Quand il est sorti, ça a été l'effet waouh, là, quand même. Hein. Ça a été l'effet waouh, d'abord positivement, puis après un peu moins positivement. Alors, positivement, parce qu'il amenait des spécificités jamais vues encore sur un boîtier, entre guillemets, grand public. Hein. Alors, on va séparer photo et vidéo. En photo, il faut savoir qu'avant le R5, c'était le R, ouais, le EOS R, la première tentative de Canon dans le milieu des hybrides, plein format. Alors l'EOS R, il n'avait pas grand-chose à voir avec ce R5. Hein. Là, le R5, c'était carrément autre chose, quoi. Alors en photo, ben, on passait d'une rafale, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'était 5 images par seconde, hein, sur l'EOS R. Et je ne crois pas qu'il y avait de différence avec l'obturateur électronique. Bon. Sur le R5, on est passé à 12 photos par seconde en mécanique et 20 en électronique. Je ne sais pas si vous imaginez le saut. L'autofocus a fait des progrès énormes. Alors, celui qui était dans l'EOS R était quand même pas mauvais, il ne faut pas dire non plus de bêtises. Mais enfin, il était assez loin des performances de celui qu'ils ont mis dans le R5. Hein. Et donc, déjà en photo, et puis plus un capteur, j'oubliais quand même, de 45 mégapixels, alors c'était 30 mégapixels dans l'EOS R. Donc, vraiment, c'est un boîtier qui a eu un succès fou, hein, ce R5, de toute façon, bien sûr. Déjà, pour la photo, il a contenté beaucoup de professionnels, hein, d'ailleurs. Et alors en vidéo, c'était encore le step au-dessus. Mais là, on revenait en plus de très loin avec les OSR, hein, parce que là aussi, il me semble que je ne dis pas de bêtises. C'en est risible, hein, maintenant, quand on regarde ça maintenant. En 4K, 25 images par seconde, hein, de toute façon, ils ne pouvaient pas aller plus haut, hein, les OSR, ou 30, quoi, comme vous voulez. On avait un crop, je crois, c'était 1,7. 1,7 le crop pour juste la 4K normale, quoi. Vous voyez d'où on venait, quoi, quand le R5 est sorti. Et le R5, il est sorti, évidemment, 4K à tous les étages jusqu'à la 4K 120 et sans crop. D'accord, ok, là, on est dans un autre monde, évidemment. Et même de la 8K en RAW, s'il vous plaît, dans le boîtier. Des caractéristiques entre la 4K 120 et la 8K en RAW dans le boîtier, absolument du jamais vu sur un boîtier plein format. Hein. C'était une grande première. Alors, là où ça s'est un peu gâté, forcément, c'est que Canon a mis tout ça dedans sans vraiment bien penser à l'aspect dissipation thermique de son boîtier, et donc ça a posé des gros soucis, comme vous le savez sans doute, de surchauffe qu'ils ont essayé petit à petit de corriger par mise à jour. Bon, enfin, les mises à jour, elles ont fait quoi? Elles ont permis d'augmenter la température du boîtier quand il fonctionne. Hein, elles n'ont pas été percer des petits trous ou creuser des tunnels dans le corps du boîtier pour améliorer la dissipation thermique. On est bien d'accord. Donc ça c'est resté et ça reste toujours un problème malgré tout du R5 hein, et du R6 originel. Hein, le R6.2 a corrigé ça complètement d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc on en était là. Et dernier point, le petit écueil, on va dire, du R5, c'est que c'est un capteur 45 mégapixels. Maintenant, sa vitesse de lecture n'est pas quand même dingue. Hein, et même si elle est toujours meilleure qu'un Sony, ça c'est pas difficile. Mais voilà. Donc, les axes d'amélioration, hein, on sait où ils étaient, quoi, clairement. Et on se doutait bien qu'un R5 II, il n'allait pas plier le game, finalement, comme a fait le R5 quand il est sorti. Il n'allait pas tout d'un coup faire de la, je sais pas, 12K, de la 4K 240 ou plus même pendant qu'on y est. Enfin non, là on a atteint un certain plateau, je pense, pour un certain nombre d'années quand même dans les boîtiers haut de gamme,
qui va être, en tout cas sur le volet vidéo, ça va être dur quand même de dépasser vraiment de manière significative, dur et inutile surtout, je veux dire, de dépasser ce plafond. Bon, bref, c'est un autre débat. En tout cas, voilà, là, on ne s'attendait pas quand même à ce qu'il apporte autant que le R5 originel. Mais là où je pense Canon a bien vu le truc, a bien joué, je pense, avec ce R5 II, hein, c'est qu'il a amélioré tout ce qu'il fallait améliorer sur le R5 originel. Alors, peut-être à un ou deux détails près, ok, on va voir ça. Alors, sur la photo d'abord, on passe à un capteur empilé, hein, donc ça fait toute la différence, bien sûr, justement, puisque le point un peu faible de ce capteur, c'était sa vitesse de lecture. Bon, là, ça y est, c'est réglé. Alors, attention quand même, il a fallu que hier, j'aille fouiller pas mal, quand même, pour essayer de trouver un petit peu des infos sur la vitesse de lecture de ce capteur. Alors, j'ai à peu près trouvé, il me semble, on verra les tests poussés quand ils vont sortir, hein, évidemment, ça va pas tarder, je pense. Sa vitesse de lecture, c'est pas celle d'un Nikon Z8, hein, par exemple, voilà, clairement. Alors, un Nikon Z8, rappelons qu'il n'a pas d'obturateur mécanique, hein, alors que ce Canon R5 II en a un, il me semble que c'est plus sage. Mais bon. Donc, c'est un capteur empilé. Alors, la vitesse de lecture, c'est un vrai capteur empilé, c'est pas un semi-empilé comme ils ont mis Nikon dans le Z3, hein, le Z6 III, pardon. On est bien sur une vitesse de capteur empilé, mais qui n'est pas la meilleure du marché, hein, et notamment par exemple par rapport au Canon R1, elle est sensiblement inférieure. Visiblement, j'ai pu trouver un petit graphique qui montrerait qu'elle est légèrement inférieure à celle du Canon R3. Voilà, hein, le Canon R3 qui avait un capteur empilé jusque-là de 24 mégapixels, donc voilà, ça serait une vitesse un tout petit peu en dessous du R3. Donc ça reste quand même très bien et très supérieur, hein, au R5 originel, et certainement suffisant dans la plupart des cas, et dans les cas où on ne peut pas, je veux dire, le banding par exemple, on ne peut pas éliminer, on a quand même un obturateur mécanique. Voilà, donc ça c'est le premier progrès en photo, bien sûr. Le deuxième, c'est qu'on passe de 20 à 30 images par seconde en rafale. Donc pour ceux qui font un peu de la photo d'oiseaux notamment, c'est mon cas, c'est un argument, hein, bien sûr. Et puis, il gagne évidemment le prédéclenchement, parce que ça ne sert à rien d'avoir cette rafale si on n'a pas le prédéclenchement. Donc ça, c'est bon. Le prédéclenchement, il y en a qui disent qu'il s'est amélioré par rapport à ce qu'il y a par exemple dans le R6 II et tout. Bon, moi, je suis pas d'accord. Bon, il s'est amélioré parce que maintenant, il prend les photos, y compris en RAW, hein, bien sûr. Ça, c'est une différence par exemple avec Nikon, on va y venir après. Il les met plus dans une espèce il le met plus dans un fichier séparé. En fait, il les met au milieu de vos autres photos, donc c'est plus simple d'accès. Moi, je suis pas d'accord, parce que quand vous avez bing 30 photos d'un coup là qui viennent se glisser au milieu de vos photos que vous avez prises en one shot, quoi, c'est pas pratique du tout à trier. Et moi, je préférais qu'il soit dans un fichier séparé, comme c'était le cas sur le R6 II, par exemple. Bon, voilà pour ce point. Ensuite, toujours en photo, on a une amélioration de l'autofocus. Alors là, on parle bien de l'évolution de l'autofocus du R5 par rapport au R5 II. Hein, parce que si on prend des boîtiers plus récents que le R5, comme le R6 II notamment, hein, ou le R3, ils avaient déjà quand même un autofocus meilleur, hein, que le R5 originel. Donc là, on va progresser un petit peu. Alors, encore une fois, il faudra avoir les vrais tests. Alors là, comparatifs cette fois-ci, hein, il y en a qui vont le faire, hein, je pense, mettre un R5 et un R5 II côte à côte, faire courir quelqu'un, voilà, machin, on verra s'il y a des progrès dans le suivi vraiment autofocus, dans la vitesse, hein, de suivi autofocus, parce que c'est pas si simple que ça quand même à mesurer. Puis c'est surtout que, attention, on parle bien d'un R5 où l'autofocus était déjà loin d'être faible, hein. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'une évolution comme quand Panasonic est passé du S5 au S5 II, hein, où on est passé de la détection de contraste seule à la détection de phase.
bien entendu. Hein. Ou Sony, quand ils ont sorti le A7 III, par rapport au A7 II, l'autofocus vraiment a marqué des progrès énormes. Là, on n'en sera pas là, c'est sûr, parce que l'autofocus du R5, il était déjà très bon, hein, en fait. Alors voilà, il y aura certainement des petites améliorations. En plus, le capteur empilé fait que normalement, l'autofocus doit fonctionner un peu plus vite que quand il n'y a pas de capteur empilé. Et puis, bien entendu, on gagne toujours, alors ça c'est la mode, hein, au niveau des modes, les détections, bien sûr. Et puis là, ils ont introduit vraiment, alors d'ailleurs, comme dans le R1, j'ai oublié d'en parler dans ma vidéo du R1, hein, mais une fonctionnalité dédiée au sport de balle par équipe, hein, c'est-à-dire football, volleyball, basketball, où a priori l'autofocus va analyser si le joueur possède la balle, s'il fait une passe, alors il devrait passer à l'autre joueur l'autofocus. Enfin, bon. On verra comment ça marche. Ça reste relativement anecdotique, je pense, pour un R5 II. C'est peut-être plus utile sur un R1. Bon, voilà. C'est pas ça qui va révolutionner l'autofocus, je pense, quand même. Hein. Après, il y a un autre truc qui partage aussi avec le R1, c'est que vous pouvez enregistrer des personnes. Et après, si vous lui activez la fonction, il va prioriser cette personne pour la mise au point si elle est au milieu d'autres personnes. Voilà, ça peut avoir son utilité hein, dans certains cas. Voilà pour la photo, parce que après en photo je réfléchis, je vois pas, non, il apporte rien de plus, mais c'est déjà bien, hein, c'était vraiment les axes sur lesquels il fallait qu'il progresse en photo, voilà, on en attendait pas moins, hein. Et pas forcément plus non plus, voilà. Hein. Parce que oui, on pourrait dire, il pourrait avoir peut-être une rafale encore un peu plus rapide, oui, mais 45 mégapixels, hein. Quand on voit que Nikon en face ne peut pas dépasser 20 images par seconde en RAW, hein, avec son capteur 45 mégapixels, je veux dire, ça en dit long hein, quand même. Et le Sony A1 qui est vendu plus de 7000 € avec son capteur 50 mégapixels, le plafonne aussi à 30 images par seconde. Voilà. Donc pour la photo. Pour la vidéo, alors là par contre, on a, c'est un peu comme le Z6 III là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là, en vidéo, il plie le game. Hein. Là, alors, c'était déjà le cas justement avant, mais il y avait ces problèmes de surchauffe. Puis on avait différentes qualités de 4K, même sans parler de la 4K 120. Et dès que vous mettiez la 4K de bonne qualité, c'est là que vous étiez en plein dans les problèmes de surchauffe. Bon. Alors là, on imagine bien, parce que oui, ils l'ont beaucoup plus optimisé au niveau dissipation thermique, celui-là de boîtier cette fois-ci. Hein. On imagine quand même qu'on va pouvoir tourner beaucoup plus sereinement en 4K avec ce boîtier. Et donc, c'est vraiment au niveau des codecs qu'il y a des progrès énormes, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment les 4.2.2 10 bits dans tous les sens, voilà, un peu comme on a chez une certaine concurrence. On peut choisir bien sûr entre Longop et All-Intra, hein, alors, ce qui n'est pas possible par exemple sur un R6 II. Le R6 II, vous n'avez pas de All-Intra du tout. Donc là bien sûr vous en avez. Et là moi je trouve que c'est fort, c'est en 4K 120. En 4K 120, si on compare à la concurrence, hein, la 4K 120 elle est toujours un peu à part, quoi, parce que c'est souvent pas les mêmes codecs que le reste de la 4K, voilà, bon bref. Là on peut, alors non seulement je crois que c'est il me semble c'est du 10 bits aussi, mais surtout on peut tourner en All-Intra en 4K 120 avec ce boîtier. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là l'exploit il est louable quand même, hein, franchement. Donc il y a ça, et si vous restez sur de la 4K jusqu'à la 4K 60, vous pouvez même tourner en RAW. Alors c'est un RAW allégé, hein, c'est ce qu'il appelle le S-RAW visiblement, je sais pas, mais enfin bon, quand même, quoi. Ça c'était le R5 original ne pouvait pas du tout faire du RAW en interne, hein, à part la 8K. Hein. Alors le R5 II va continuer à faire de la 8K, cette fois elle passe même à 60 images par seconde, c'est toujours en RAW. Hein. Bon, là il faut vraiment en avoir l'usage. Hein. Moi le seul usage que j'en vois c'est vraiment
Un peu comme en photo, quand on est trop court en focale et qu'on recroppe derrière, c'est un peu la même histoire. Là, vous tournez en 8K, hein, vous avez quand même une possibilité de ralenti à 60 images par seconde. Et derrière, si vous avez besoin, vous recropez en 4K, voire en Full HD. Voilà, bon, c'est un peu ça l'usage pour l'instant de la 8K. Par contre, ça se paye en termes de stockage hein, sur les cartes mémoire. Là, on a beau avoir de la CF Express et puis de la surchauffe aussi, malgré tout. Hein. Dans le cas Propo, ils ont carrément sorti un grip additionnel dédié uniquement au refroidissement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 3 grips additionnels possibles. Les 2 premiers sont plus orientés photo. Et celui-là, il est orienté que vidéo, hein, puisqu'il n'y a pas les boutons supplémentaires là, pour le cadrage vertical. En revanche, on a vraiment un ventilateur intégré qui va insuffler de l'air dans le boîtier. Donc ça, c'est vraiment pour les tournages en 8K ou, je pense, en 4K 120 prolongé. Voilà. Donc, ce R5 II, il est vraiment d'une homogénéité, je trouve, à toute épreuve. Hein. Là où, par exemple, un Z8 va avoir quelques manques en photo, et notamment cette histoire de JPEG, hein, dès qu'on dépasse 20 images par seconde, et surtout dans le prédéclenchement aussi, qui ne peut pas se faire en RAW. Et ça, pour moi, ça serait un gros problème sur ces boîtiers. Puis le Z8, on va dire, c'est quand même un boîtier carrément gros, quoi. Hein. Alors, il y en a qui aiment, hein, qui préfèrent. Ce R5 II grossit un tout petit peu par rapport au R5 original, il doit prendre genre 5 grammes ou 10 grammes, je ne sais plus, donc ça reste anecdotique. On est largement 150 grammes plus bas qu'un Z8. Hein. Donc quand même, le Z8, moi je trouve qu'il est vraiment très gros ce boîtier. Bon, c'est comme ça. Chez Nikon, voilà, donc je préfère ce R5 II clairement pour ça. Voilà, donc bon. Par rapport au Z8, je pense que c'est à peu près tout, parce que sur les autres caractéristiques, on est à 45 mégapixels. Le Z8, il a un capteur empilé super rapide, mais il n'a pas d'obturateur mécanique. Bon, donc l'un dans l'autre, ça se tient à peu près. En vidéo, c'est pareil, il a tous les codecs de la Super 4K 120, sans crop et tout. Là, il y a, je pense, rien à dire. Alors, est-ce que la 4K 120, on peut la faire en all intra dans le Nikon, j'en sais rien. Mais bon, ça reste un boîtier hyper solide en vidéo. Par contre, il n'a pas d'écran sur rotule. Et ça, des fois, en vidéo, c'est quand même embêtant. Dans certains cadrages en photo aussi, l'avantage c'est qu'évidemment, on le sait, ça reste dans l'axe optique. Donc ça fait peut-être partie des points d'amélioration qu'il n'y a pas eu dans le R5 II, malheureusement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si Sony a breveté son écran génial là, de la 7R5, mais c'est sûr que ça devrait maintenant se généraliser, ces écrans-là, qui peuvent aussi bien rester dans l'axe qu'être sur rotule. Bref. Donc, ça, c'est la concurrence, je pense, la plus directe, c'est vraiment le Z8 hein, de Nikon. Mais voilà, après, il faut savoir se positionner par rapport à ça. Puis bon, après, ça dépend aussi des objectifs qu'on a, des objectifs qu'on veut. Parce qu'il me semble qu'à l'heure où on se parle, on commence à avoir un petit peu plus de choix chez Nikon, je trouve, que chez Canon aussi. Donc, ça peut compter dans la balance, hein, cette histoire d'objectifs. Ensuite, quand on sort du Z8, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face de ce R5 II au niveau caractéristique? Le Sony A1. Voilà. Alors certainement pas la 7R5. Hein, parce que la 7R5, là où il est meilleur que le R5 II, c'est en résolution. Hein, puisque 61 mégapixels par rapport à 45, c'est pas 5 mégapixels de plus là, hein, d'accord? Il a vraiment plus de définition. Hein. Et on sait que c'est un super capteur, hein, dans le sens où, alors pas en vitesse de lecture évidemment, on va y revenir, mais en matière de dynamique et de montée ISO, avec 61 mégapixels, il reste quand même très bon. Hein, donc c'est son argument de massue à ce Sony A7R5. Il a aussi cet écran génial, voilà, hein, ça peut compter aussi. Après pour le reste, il est à la ramasse complet par rapport à un R5 II dès que ça va aller vite, quoi. Hein. En rafale, il plafonne à 10 images par seconde, que ce soit en mécanique et en électronique. Hein.
Et tout ça, c'est parce que son capteur a un temps de lecture qui est de loin le plus mauvais du marché, avec son cousin, le A7 IV d'ailleurs. Et donc là, on est à des années-lumière du R5 II, bien sûr. Hein. Donc dès que ça va être un peu de la photo d'action, évidemment que le R5 II va l'enterrer direct. Hein. Donc, mais le R5 II a quand même 45 mégapixels malgré tout, donc ça reste un boîtier, selon moi, beaucoup plus polyvalent que l'A7 R5. Puis alors en vidéo, c'est pareil, il lui met une valise directement à l'A7 R5. Bon, donc c'est pas l'A7 R5, alors que, on va le voir, on navigue à peu près dans les mêmes prix. Hein. C'est plutôt le Sony A1, parce que le Sony A1, c'est bien ça, il a 50 mégapixels. Bon, 45 ou 50, là, ça fait quand même beaucoup moins de différence. Il monte à 30 images par seconde, il a des super modes vidéo jusqu'à la 4K 120, alors, de la 8K, alors pas 60 il me semble, mais bon, voilà, à la limite, c'est pas ça le plus important. Il a un très bon autofocus, mais qui commence à être un petit peu maintenant ancien, c'est-à-dire qu'il n'a pas tous les algorithmes qu'a justement un A7R5 par exemple. Donc voilà, après c'est logique, hein, il est sorti déjà il y a un petit moment, donc il ne peut pas avoir exactement les mêmes performances qu'un Canon R5 II qui sort là maintenant. N'empêche que ce qui ne va pas sur ce A1, c'est son prix. D'accord ? On est toujours à plus de 7000 € pour ce boîtier. Alors, donc maintenant, on arrive au prix. Moi, j'ai lu des commentaires sur la première vidéo, notamment de Damien Bernal, sur la présentation là, de ce R5 II, et j'en ai vu quelques-uns qui disent au niveau du prix, c'est abusé. Ah bon ? Alors, que dire du Sony A1, voire de l'A7 R5 hein, voire du Nikon Z8, vu certains manques qu'il a en photo, mais le Z8, actuellement, il est plutôt à 4000 € je crois qu'il était sorti à 4006, hein, il me semble. Et ils l'ont remis à peu près à 4000 €, alors je ne sais pas si c'est pérenne ce prix-là, mais enfin, face à la sortie du R5 II, je pense qu'ils ne vont pas trop avoir le choix malgré tout, Nikon. Donc à combien il sort ce R5 II ? Il sort à 4700 €. J'allais dire, moins de 5000 € pour un boîtier pareil, il n'y a rien à dire. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Alors tiens, prenons par exemple un boîtier très récent, le Nikon Z6 III. Le Nikon Z6 III, il coûte 3000 €. Est-ce que on peut considérer que ce R5 II, c'est logique qu'il coûte 1700 € de plus que le Z6 III ? Franchement, oui. Franchement, oui. Hein, déjà, rien que le capteur 45 mégapixels, puis c'est un capteur empilé et pas semi-empilé, d'accord ? Juste ça. Il fait 10 images de plus par seconde en RAW que ce Z6 III, pourtant avec un capteur nettement plus défini. En prédéclenchement, il fait du RAW, le Z6 III n'en fait pas. Les modes vidéo du Z6 III sont également très poussés, bien sûr, mais enfin voilà, il ne fait pas non plus de la 8K. Hein. Sa 4K 120 est croppée à 1.5, alors qu'il n'y a pas du tout croppé sur le R5 II. Donc le R5 II, c'est un boîtier qui est un petit peu plus, on va dire aussi haut de gamme. Hein. Voilà. Est-ce que ça vaut 1700 € de plus ? Oui, moi je pense que oui, clairement. Hein, il n'y a pas vol du tout là sur le prix. Autant je trouve qu'il y a vol entre guillemets sur le prix du R1. Autant je trouve que ce R5 II est bien placé en prix. Alors l'avenir le dira, je n'ai pas trop de doutes, vu comme le R5 s'est vendu par palette, vu comme les améliorations ciblées sont bienvenues et bien choisies, j'allais dire, par Canon, pour sortir ce R5 II sans avoir beaucoup augmenté le prix, hein, parce que le R5, quand il est sorti, il coûtait 4500 €. Hein, voilà. Donc 200 € de plus que le R5 à sa sortie, tenant compte de l'inflation et de tout ce qu'il a de mieux que le R5, il n'y a pas vol, hein. Non, franchement. Là. Voilà, écoutez, ça sera tout. Vraiment une très très belle sortie, hein. On s'y attendait, mais ça fait plaisir. Et puis surtout, mais quel plaisir de voir cette actualité photo là depuis un mois et demi à peu près, alors que les 6 premiers mois 2024, on n'avait jamais vu un tel calme plat sur les sorties boîtiers.
Là, ça fait plaisir. Alors, je pense que ça va un peu se calmer. On va voir. Alors, c'est autour de qui là? Bon, on aimerait bien Sony, on aimerait bien voir un peu ce qu'ils sont capables de faire quand même, Sony aussi. Hein. Voilà, et bien écoutez, rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir.